En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. En toute vérité, chaque dimanche entre 11h et midi sur Sud Radio. Sécurité, économie, numérique, immigration, écologie. En cette année d'élection présidentielle, pendant 1 heure chaque semaine, nous débattons sans tabou des grands enjeux pour la France d'aujourd'hui et de demain. Cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Gilles Kepel, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand spécialiste français de l'islam et du monde arabe. Il est notamment l'auteur des banlieues de l'islam, de Terreur dans l'Hexagone ou plus récemment du Prophète et la pandémie. C'était il y a 10 ans, presque jour pour jour. Mohamed Merah tuait 4 personnes, dont 3 enfants, devant l'école juive Ozar Torah de Toulouse. 10 ans après, où en sommes-nous? La lutte contre le terrorisme djihadiste a-t-elle progressé? Un tel attentat pourrait-il se reproduire? Nous parlerons aussi des conséquences de la guerre en Ukraine, au Moyen-Orient et dans le monde arabe. La menace Poutine doit-elle nous faire oublier la menace islamiste? Tout de suite, les réponses de Gilles Kepel, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Gilles Kepel, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous sur Sud Radio. Nous commémorons aujourd'hui les 10 ans de la tuerie à l'école juive Ozar Torah de Toulouse par Mohamed Merah. Tuerie qui, on le rappelle, a fait 4 morts, dont un homme et 3 enfants. Ce jour-là, nous ne le savions pas encore, mais nous avons changé d'air, Gilles Kepel. Oui, tout à fait. Vous avez mentionné les 4 morts à Toulouse, mais aussi les 2 militaires à Montauban, comme ça a été rappelé tout à l'heure. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que les autorités n'ont pas compris. Le responsable du renseignement a dit « Oh, ce sont des loups solitaires ». Et en fait, on avait vraiment changé d'air parce qu'on était passé du djihadisme d'Al-Qaïda, qui était une chose pyramidale, verticale, où on envoyait des ordres d'en haut, à ce djihadisme en réseau, qui était en fait le début de ce que deviendrait Daesh. Et Mohamed Merah était imprégné de ces idées. Ce n'est pas du tout un loup solitaire. Il avait passé du temps dans un phalanstère djihadiste pas loin, à Artigat, dans l'Ardèche. Il était allé un peu partout. Sa famille, qui a été depuis lors traitée par la justice, était également très présente dans tout un certain nombre de médressas radicales au Moyen-Orient. Et c'était, si vous voulez, le début, le lancement véritable de l'ère de Daesh qui se poursuivrait en France à travers ces attentats perpétrés par des jeunes issus de la société française, nés ou grandis en France. Et ça sera, si vous voulez, l'un des plus grands défis que notre société a rencontré, parce qu'il faut bien le rappeler, Al-Qaïda a assez peu attaqué la France, parce qu'ils avaient gardé le souvenir que pendant qu'il y avait le djihad en Algérie, au fond, les policiers français avaient réussi assez bien à écarter ce danger. Vous vous souvenez notamment du détournement d'Airbus sur Marseille, par exemple. Et d'une certaine manière, le renseignement s'était un peu endormi sur ses lauriers à l'époque. C'est une chose très importante qui nous rappelle qu'il est important de toujours bien analyser ce qui se produit. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui Daesh a été battu militairement qu'il n'y a plus de problème. Il y a ce que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère. Voilà, on va en reparler, consacrer toute une partie de l'émission à ce nouveau type de djihadisme. Mais revenons sur l'affaire Merah. À l'époque, vous l'avez rappelé, on parle de loup solitaire. Est-ce qu'il y a une part de déni de la réalité dans cette expression, et est-ce que nous avons perdu beaucoup de temps à ce moment-là? Ouais, il faut se rappeler aussi que ça tombait, c'est tout à fait normal, puisque vous avez tout nous a vous avez remémoré, si on avait oublié que nous étions en campagne présidentielle, c'était le cas aussi à l'époque. C'était la fin du quinquennat Sarkozy, le début du quinquennat Hollande. On ne sait pas encore exactement, parce que c'est pas déclassifié, qu'est-ce qui a été l'interférence entre les enjeux du politique et c'était même, on était en pleine campagne présidentielle. Exactement, tout à fait. C'était pas encore François Hollande, voilà. On était avant le premier tour. Alors je peux pas formuler autre chose que des hypothèses, enfin, y compris la manière dont ça a été traité, pose encore des questions qui ne seront sans doute résolues que quand les archives seront ouvertes. Il y a eu défaillance, peut-être, vous le suggériez, des services de renseignement, de l'État, mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi une défaillance des analystes, des spécialistes de la question à ce moment-là, mais aussi après? Je me souviens d'Olivier Roy, autre islamologue reconnu, qui encore après Charlie parlait, lui, de radicalisation, d'islamisation de la radicalisation
radicalité plutôt que de radicalisation de l'islam. Est-ce qu'on n'a pas fait fausse route à ce moment-là ? De ce point de vue-là, oui. Enfin, beaucoup de gens savent que je suis en désaccord avec Olivier Roy là-dessus. Je crois que ceux qui ne lisaient pas les textes idéologiques, alors peut-être que le terroriste de base n'a pas lu comme le guérillero n'avait pas forcément lu l'œuvre du Capital en Amérique latine, bien sûr, mais c'était ça qui était passé, si vous voulez. C'était l'idée qu'il fallait attaquer la société française par le bas. C'était plus la peine de faire des attentats contre les tours jumelles ou autres, c'est trop compliqué. Il fallait, et c'était écrit d'ailleurs dans le texte d'un des idéologues de ce mouvement qui s'appelait Abou Musab Souri, un Syrien qui avait vécu notamment en France, en Angleterre et en Espagne pendant 10 ans, connaissait bien l'Europe. Il fallait multiplier les attentats apportés en visant spécialement les Juifs et en visant également les apostats, entre guillemets, c'est-à-dire surtout des personnes d'origine ou d'apparence musulmane qui servaient dans la police ou dans l'armée. À Montauban, par exemple, Mera avait tué un militaire, Monsieur Ben Yaten, ainsi qu'un autre d'origine antillaise qu'il croyait musulman, par faciès si j'ose dire, parce que il voulait impressionner ses coreligionnaires réels ou supposés, en leur disant que si jamais ils revêtaient l'uniforme policier ou militaire français, ils étaient des apostats de l'islam et qu'ils méritaient la mort. Vous voyez ? Donc tout ça, on le comprend très bien quand on lit les textes de doctrine. Et ceux qui, évidemment, qui ne connaissent pas l'arabe et qui ne font pas attention à la doctrine vont se livrer à des explications psychologiques ou autres parce que c'est plus simple, parce que ça permet d'éviter de se poser un certain nombre de questions qui fâchent sur la manière dont s'est construit, organisé notre modèle d'intégration, sur ses failles, sur ses difficultés. C'est une manière de ne pas voir le terreau islamiste sur lequel prospère le djihadisme, y compris en France ? Alors après, il y a toutes sortes de phases différentes, mais si vous voulez, ce débat finalement a été en partie tranché lorsque le président de la République, l'année dernière, enfin même maintenant il y a bientôt 2 ans, à l'automne 2020, a parlé du séparatisme, si vous voulez. Et parce que, en fait, à partir du moment où vous avez une idéologie qui prône la séparation culturelle en termes de normes, de droits avec la société française, qui ne la respecte plus, qui considère que sa loi ne vaut rien et que la seule chose qu'il faut suivre, c'est l'interprétation que ces groupes radicaux font de la charia. À partir de ce moment-là, tout est possible et après tout, pourquoi le Tchétchène Anzarov n'irait-il pas décapiter un professeur puisqu'il considère qu'il n'a pas à respecter les lois de la République. Et ça, je crois qu'il y a eu quand même une progression qui a été faite. Ce qui est frappant, c'est que alors que dans certains secteurs de l'État, effectivement, on a véritablement fait une révolution culturelle pour comprendre ce phénomène, l'appréhender et d'ailleurs être capable aujourd'hui, tout récemment, de le maîtriser quand même. Malheureusement, dans un certain nombre de cercles universitaires, on en est toujours à la dénonciation de l'islamophobie et autres, comme si c'était du même modèle. Et vous l'avez vu récemment, il y a eu justement dans une prison française la tentative d'assassinat sur l'indépendantiste corse Yvan Colonna, détenu pour l'assassinat du préfet Erignac. Et à partir de ce moment-là, vous avez finalement, même dans un système de prison où aujourd'hui le renseignement pénitentiaire est beaucoup plus efficace, il y a une bien meilleure connaissance du milieu, néanmoins, vous avez encore des individus qui, après X années d'emprisonnement, continuent à garder une idéologie aussi forte, ont fait leur rupture, ont fait leur séparation et au fond ne peuvent plus être laissés même à nettoyer un gymnase à un moment parce que au fond d'eux-mêmes il y a toujours cette logique des choses. Dernière question avant une courte page de pause.
Oui, en 10 ans, on a progressé tout de même. Est-ce qu'il faut rester vigilant? Où on en est de cette menace islamiste quand on voit que dans une prison même, on peut attaquer un détenu qui en plus était particulièrement surveillé? Oui, c'est précisément là que le bas blesse, parce qu'on atteint la limite de ce type de phénomène, et ça implique de toujours connaître ça, et notamment d'étudier très en profondeur un phénomène très important qui est celui du djihadisme en ligne. Gilles Kepel, merci d'être avec nous sur Sud Radio. La guerre d'Algérie est-elle vraiment terminée? Dans un instant, vos réponses en toute vérité. Toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Gilles Kepel. En toute vérité, nous parlons du 10e anniversaire de la tuerie d'Ozar Hatorah par Mohamed Merah. Tragique anniversaire. Mais c'est aussi aujourd'hui le 60e anniversaire des accords d'Évian. À l'époque, Gilles Kepel, vous étiez l'un des seuls islamologue à faire remarquer cette coïncidence troublante. Mohamed Merah, djihadiste franco-algérien, avait perpétré son terrible attentat le jour du 50e anniversaire des accords d'Évian. C'était il y a 10 ans, jour pour jour. Nul ne sait s'il avait conscience de la date lorsqu'il a commis ses crimes, mais est-ce qu'on doit y voir ou pas un retour du refoulé, Gilles Kepel? En tout cas, les déclarations de divers membres de sa famille ont marqué la haine absolue qu'elle avait pour la France. Sa mère avait dit qu'elle s'était réjouie de voir que son fils avait mis la France à genoux, et il y a eu toute une relation très ambiguë dans cette affaire, et on le voit aujourd'hui, 10 ans plus tard, 60e anniversaire hier, des accords. Les accords d'Évian, on a bien vu que c'est encore quelque chose qui suscite la polémique. Une partie de la droite s'est insurgée que la France célèbre une défaite, et soit le seul pays qui célèbre une défaite. Hier, le président de la République a reçu notamment des anciens pieds noirs et harkis. Il y a eu un incident, puisque avec l'ambassadeur d'Algérie, je crois qu'il n'a pas souhaité se rendre à cette réception. Donc la presse algérienne est en train de gérer cette affaire aussi. Donc effectivement, ce sont des choses qui n'ont toujours pas été complètement purgées. Et c'est très frappant parce que quand on voit par exemple ce qui a été fait dans le cadre franco-allemand, l'ancien ambassadeur en Algérie, Xavier Driancourt, vient de publier, qui a passé 2 fois 4 ans, donc 8 ans, vient de publier un livre sur ces ambiguïtés, et il s'interroge sur le fait de savoir pourquoi, alors que la France, la Prusse, l'Allemagne, enfin ces divers avatars, ont été pendant un siècle à feu et à sang, c'est leur réconciliation qui a permis finalement de créer l'Union européenne. Alors, c'est pas la même chose. L'antagonisme et la colonisation, il y a toutes sortes d'ambiguïtés qui restent présentes et qui restent aussi présentes à l'intérieur du territoire national, avec donc une population d'origine algérienne qui est très nombreuse, dont un certain nombre de jeunes gens et de jeunes filles qui sont nés ici se sont complètement intégrés comme toutes les autres personnes d'origine étrangère, qu'elles s'appellent Devecchio ou Kepel, et avec lesquelles tout se passe comme tout se passe avec l'autre, mais il y a notamment cette espèce de mélange dans lequel on voit à la fois une sorte de nationalisme exacerbé, de revanche des deux côtés d'une certaine façon, et puis qui s'est mélangé avec le djihadisme, et Merah d'une certaine manière en est le fruit inconscient, si j'ose dire. Et ça, c'est effectivement, c'est un carburant qui est particulièrement explosif. Si on remonte le temps encore un peu, on se souvient que le premier djihadiste made in France, Khaled Kelkal, auteur des attentats du métro Saint-Michel en 95, était lui aussi franco-algérien et avait commis ces attentats notamment pour venger la mémoire de son grand-père, tué par un gendarme français durant la guerre d'Algérie. Donc vous avez commencé un peu à répondre à la question, mais est-ce que ce conflit joue toujours un rôle
dans la montée de l'islamisme en France et plus largement dans l'intégration ou la non-intégration d'une certaine jeunesse? Là, la période du djihad en Algérie entre 1992 et 1997, la décennie noire. Voilà, c'était une demi-décennie, mais enfin ça compte comme double d'une certaine manière, a été particulièrement préoccupante puisque ce djihad a débordé sur le territoire français. Vous avez rappelé Kelkal, effectivement. Vous avez aussi, on a parlé tout à l'heure du détournement de l'Airbus depuis Alger sur Marseille. Et il faut bien se rappeler aussi que les tentatives à l'époque des djihadistes de développer un mouvement sur le territoire français, c'était dans l'ensemble heurté à une résistance de la population algérienne qui, à l'époque, était principalement une population dont les adultes étaient ce qu'on appelait les darons, c'est-à-dire qui étaient venus pour travailler et réussir, élever leurs enfants, et qui, du coup, n'ont pas du tout accepté quelqu'un comme Kelkal. Vous voyez, Kelkal, d'ailleurs, très significativement, a été abattu dans un bois par la gendarmerie mobile lancée à ses trousses. Pas dans une cité, il n'était pas caché, contrairement à d'autres. N'avait pas voulu, personne n'avait voulu l'accueillir de cette manière, alors que lui-même avait vécu dans la région lyonnaise. Mais alors que effectivement la situation a beaucoup changé une décennie et quelques plus tard, puisque ce sont, pour en partie, pas seulement des jeunes d'origine algérienne, mais des jeunes de toutes origines, y compris des Français convertis à l'islam, pour certains d'entre eux, qui ont été enthousiasmés par l'affaire syrienne, par exemple, et qui, à partir de là, ont décidé de partir en Syrie. Certains d'entre eux sont revenus pour commettre des attentats sur le territoire français, dont le plus fameux ou le plus monstrueux, celui du 13 novembre, est en train d'être jugé en ce moment, comme vous le savez. Donc on a tout un ensemble de causes. Le carburant algérien a été important, notamment à l'affaire Mera. Ensuite, il s'est composé avec d'autres dans les années récentes. Et on parlait tout à l'heure de la cérémonie hier avec le président de la République qui s'est emparé de la question. Alors, une partie de la droite lui reproche effectivement d'être dans la repentance. C'est vrai qu'on se souvient que pendant la campagne, il avait parlé de crimes contre l'humanité au sujet de la colonisation. Quel est votre point de vue là-dessus? Est-ce que quand on en fait trop dans le pardon et les excuses, on n'alimente pas le carburant de ceux qui détestent la France? Alors, je crois que ce qui est important, c'est d'essayer d'établir autant que faire se peut les faits. Et c'est difficile quand c'est chaud. Bon, ça a été un peu l'objectif du président de la République, je suppose, en tout cas, en confiant à l'universitaire Benjamin Stora son rapport mémoriel. Mais à partir du moment où ce rapport est paru, il a suscité un certain nombre de réactions hostiles aussi du côté algérien. Donc je crois que tout ça, malheureusement, n'en est pas encore sorti et que la capacité à penser ce phénomène est un enjeu absolument crucial pour aujourd'hui. Capacité à penser ce phénomène, vous évoquiez tout à l'heure le procès du Bataclan, on a eu également le procès de Charlie Hebdo, celui de Mohamed, du frère de Mohamed Merah. Abdelkader. Oui. Est-ce que tous ces procès finalement nous aident dans la compréhension de ce qui se passe ou pas, ou est-ce qu'on attend toujours le Nuremberg du terrorisme djihadiste? D'une certaine manière, il a un peu lieu en ce moment, puisqu'on a le plus grand procès de l'histoire de France, qui finalement a moins de conséquences qu'on ne l'aurait imaginé, peut-être aussi du fait de la guerre en Ukraine, qui est aujourd'hui en train de prendre le devant de toute l'actualité, y compris nationale, et qui a permis notamment à Emmanuel Macron, depuis une dizaine de jours, de bénéficier de ce qu'on appelle un effet drapeau, c'est-à-dire tout le monde se serre les rangs derrière le chef et a été très au détriment de ses opposants. Tout ce procès, d'une certaine façon, comme il a commencé en septembre dernier et qu'il s'achèvera visiblement en juin, il était pas inenvisageable qu'il soit l'arrière-plan
de l'élection présidentielle française, puis des élections législatives. Alors, ça n'a pas vraiment été le cas, parce qu'il est un peu long et difficile à percevoir par le public. Mais je crois que mes étudiants et moi, donc on étudie beaucoup les procès et mille autres choses. Et c'est très important parce que c'est la façon dont la parole des personnes mises en cause s'exprime, se socialise, avec aussi les jeux de la défense et des parties civiles. Donc tout ça, ça fait une masse de données qui aujourd'hui font que l'analyse du djihadisme, avec aussi également tout ce qu'on a sur le web, qui est quelque chose d'absolument énorme et qui n'est pas encore complètement connu, permet d'entrer dans les mentalités, dans les ressorts, et certainement permettra de construire des politiques de prévention beaucoup plus efficaces. Alors, c'est difficile, effectivement, de dire qu'en prison, c'est beaucoup plus efficient qu'autrefois après la tentative d'assassinat d'Ivan Colonna par un djihadiste, mais sur l'ensemble, par rapport à la situation qui prévalait il y a encore quelques années, où on ne savait pas quoi faire des djihadistes rentrés, est-ce qu'il fallait les mélanger avec les droits communs, et du coup ils faisaient un prosélytisme extraordinaire, au contraire il fallait tous les mettre ensemble et ils imposaient finalement leur agenda à la prison, puisque le système carcéral suppose que les prisonniers ne soient pas unis, sinon le ratio gardien-prisonnier rend la chose impossible. Donc tout ça, je pense que il y a une amélioration de la connaissance qui est très significative, qui est pas seulement en termes de répression, mais qui est très importante pour comprendre ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de notre société. Gilles Kepel, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Comment faire face au djihadisme d'atmosphère? Vos réponses après la pause, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Gilles Kepel, en toute vérité. Nous faisons un peu le bilan sur la question du terrorisme djihadiste, 10 ans jour pour jour après la tuerie d'Ouzara Torah par Mohamed Merah. Nous parlions avant la pause notamment de la tentative d'attentat, la tentative de meurtre contre Ivan Colonna en prison par un djihadiste. Est-ce que, Gilles Kepel, vous avez beaucoup développé le concept de djihadisme d'atmosphère? Vous allez nous expliquer ce que c'est. Et est-ce que ce type d'attentat entre dans le cadre justement de ce que vous appelez le djihadisme d'atmosphère? Alors, par djihadisme d'atmosphère, ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'a plus face à soi des organisations comme telles, structurées, que ce soit Al-Qaïda ou Daesh, avec des gens qui donnaient des ordres, qui organisaient des relais, par exemple. Le malheureux père Hamel, à Saint-Étienne-du-Rouvray, a été tué par deux personnes, une sur place, mais une autre qui avait fait du covoiturage depuis Annecy, sur instruction d'un djihadiste rohanais originaire d'Oran, Rachid Kassem, qui était basé en Syrie. Et qui a été aussi celui qui a joué le rôle clé pour l'attentat à la voiture avec des bonbonnes qui heureusement n'ont pas explosé. C'est un attentat féminin près de Notre-Dame de Paris. Donc ça, aujourd'hui, ça n'existe plus comme tel. C'est-à-dire les bombardements de la coalition occidentale ont détruit la structure de ce qu'on appelait l'État islamique, entre guillemets. Alors, il y a toujours des gens de Daesh, des tribus arabes ralliées à Daesh qui luttent ainsi contre les Kurdes dans le nord-est syrien, à la frontière du côté irakien contre les chiites également. Mais à ce jour, ils n'ont pas la capacité de projection vers l'Europe. Et par ailleurs, beaucoup des Européens qui étaient à Daesh, qui n'ont pas été tués dans les combats, sont aujourd'hui emprisonnés. Les femmes notamment, avec un certain nombre d'enfants aussi qui eux n'ont pas pris part au combat, dans les camps gardés par les Kurdes du parti PYD au nord-est syrien, ce qui est aussi un très gros problème puisqu'il y a une forte pression des avocats de ces familles pour que les enfants soient rapatriés, ainsi que les mères, mais ça pose toutes sortes de questions effectivement sur la possibilité de les accueillir dans un espace pénitentiaire français particulièrement fragile, comme vous venez de le souligner, et cette nouvelle catégorie d'entrants ne peut pas ne pas évidemment poser de nouveaux problèmes, puisque s'il y a un certain nombre de femmes qui sont entre guillemets repenties, qui ne veulent
qui estiment qu'elles ont été entraînées là par erreur ou par leur mari ou autre. Un certain nombre également sont d'une virulence extrême toujours, comme on le voit justement à leur attitude dans ces mêmes camps syriens. Justement, au-delà de la question des camps syriens, sur l'affaire Colonna, moi, ça m'a frappé puisque j'ai lu l'un de vos précédents livres qui s'appelait La fracture, où vous expliquiez que l'un des buts des djihadistes, c'était de fracturer, de diviser la société française. Et c'est vrai que cet attentat-là ou cette tentative d'attentat a eu des effets politiques directs puisqu'il y a eu ces fameuses manifestations violente à Bastia. Aujourd'hui, le gouvernement qui réagit et qui dit peut-être qui ouvre la voie à l'autonomie. Donc là, est-ce qu'on est typiquement dans cette idée de fracture? Finalement, c'est un attentat qui produit des effets directs sur la société française. Effectivement, ce qui est frappant, c'est que d'un côté, on a l'attentat lui-même, c'est-à-dire, autant qu'on le sache pour l'instant, puisqu'il va y avoir une instruction et on ne peut que faire des hypothèses. Mais on a quelqu'un qui est emprisonné pour djihadisme, un converti d'origine africaine, qui, pour des raisons qui ne sont pas claires à ce jour, il y a eu plusieurs hypothèses, essaie de mettre fin au jour d'Ivan Colonna. Et la conséquence, c'est que les émeutes sont produites en Corse pour protester contre le fait que quelqu'un qui était prisonnier dans une prison française n'avait pas été protégé par l'administration. Et la suite de ça, c'est à la fois que apparemment les deux personnes qui étaient incarcérées avec Monsieur Colonna vont pouvoir être rapprochées, c'est-à-dire aller en prison en Corse, et que d'autre part, pour désamorcer le mécontentement, la question de l'autonomie a été remise en place. Alors c'est quelque chose qui est tout à fait paradoxal, parce que la cause corse et la cause islamiste apparemment n'ont pas grand-chose à voir. Vous vous souvenez que quand il y avait eu les affaires de Burkini en particulier, c'était en Corse qu'il y avait les réactions les plus virulentes contre ceux qui avaient voulu faire brandir leur Burkini, si je puis dire, sur les plages de l'île. Mais effectivement, quand on agit sur l'une des failles de la société, on peut voir une prolongation de cette faille dans un autre domaine. Est-ce que ça annonce pas justement, vous parliez de fracture, on a Jérôme Fourquet qui parle d'archipélisation du pays, est-ce que c'est pas ça le véritable risque à terme? Oui, c'est ce qu'on appelle, ce qui a été théorisé par Emmanuel Macron sous la forme de séparatisme. Quelque chose qui a été généralement très mal compris à l'étranger. Et à l'époque, j'avais demandé si les autorités avaient fait traduire ce discours des Mureaux, ça n'avait pas été fait. Et de ce fait, comme contrairement à ce qu'on croit ou à ce qu'on espère toujours, il y a plus grand monde qui parle français dans le monde, contrairement à ce que c'était le cas dans les années 1920. Ça a été évidemment tout de suite tripatouillé. On a en Turquie ou dans un certain nombre de pays arabes expliqué qu'on allait mettre les musulmans dans des camps de concentration, pourquoi pas l'étoile jaune, etc. Ce qui n'était pas du tout le cas. Moi, dans un certain nombre de voyages récemment, j'ai eu l'occasion d'expliquer à mes interlocuteurs que, par exemple, en Turquie, quand on parle de séparatisme, ils doivent eux-mêmes savoir ce que ça veut dire. Que dans le monde arabe, par exemple en Égypte, quand il y avait les incidents interconfessionnels, on utilisait cette expression de fetna taifiyya, c'est-à-dire de sédition confessionnelle. Donc, ils peuvent aussi comprendre qu'un État confronté à des tentatives de fragmenter la société sur des bases confessionnelles, idéologiques ou autres, peut prendre des mesures pour l'empêcher, tout en respectant la pluralité démocratique des expressions, l'expression religieuse, le droit de célébrer son culte dans le cadre de l'ordre public, etc. Mais c'est une ligne qui est difficile à parcourir, à faire comprendre. Et aujourd'hui, alors c'est plus vraiment brûlant. Là, j'ai pu constater récemment que dans les pays où on avait enfourché ce cheval de bataille,
La question était plutôt désormais de s'occuper de la question ukrainienne et de ses conséquences au Moyen-Orient, et plutôt de chercher à trouver des alliances avec les pays de l'Europe occidentale à ce propos, que d'exacerber les conflits. On va parler justement des conséquences de la guerre en Ukraine sur le monde arabe, mais d'abord essayons d'aller plus loin dans votre idée de djihadisme d'atmosphère. Est-ce que la décapitation de Samuel Paty, par exemple, typiquement, c'est un type d'attentat qui s'inscrit dans cette logique-là, et finalement, est-ce que cette logique, elle n'est pas plus préoccupante que les attentats qui fonctionnaient de manière pyramidale comme avec Al-Qaïda ou les commandos comme le Bataclan? Aujourd'hui, on a l'impression que ça peut frapper à tout moment en réalité. Alors oui, elle s'inscrit dedans, dans cette logique, puisque le Tchétchène Abdullah Anzorov, qui a décapité le professeur Paty, n'appartenait à aucune organisation qu'on le sache. Il fréquentait des groupes radicaux, il avait des amis de ce type, il consultait tous les sites auxquels on peut penser sur le web, il était en contact aussi avec des Tchétchènes radicalisés, mais il n'appartenait pas à une organisation qui n'a pas reçu un ordre, si vous voulez. Et il y a eu donc l'atmosphère, ça a voulu... ce que Bernard Rougier appelle les entrepreneurs de colère, c'est-à-dire des gens qui ont commencé à cibler Samuel Paty sur le web. C'est parti d'une manière virale, relayé par une association qui avait pignon sur rue dans le 93. Et à partir de ce moment-là, lui a vu ça et a décidé, sur la base de ce qu'il considérait être sa connaissance du djihad, de passer à l'acte et de mettre en œuvre cette décapitation épouvantable qui a beaucoup choqué. Et du coup, comment on peut lutter contre ça? Justement, c'est la connaissance des réseaux sociaux qui est un élément absolument fondamental, c'est un peu la nouvelle frontière du phénomène. On a eu, à ce moment-là, on était très inquiets parce que, comme vous l'avez souligné, les méthodes policières, c'est on attrape quelqu'un, on essaie de savoir qui sont les complices, et on remonte la filière. Là, la filière s'arrête puisque vous regardez le web. Mais depuis lors, finalement, peut-être que malheureusement, ça va trouver un nouveau souffle, mais il n'y a pas eu énormément de phénomènes de ce type. Puis, il y a eu ce Pakistanais qui avait voulu tuer des gens de Charlie Hebdo à coups de machette, qui n'était pas du tout Charlie Hebdo, il s'était complètement trompé, c'était un analphabète, c'est pas où il était. Il y a eu malheureusement le Tunisien clandestin qui est arrivé à Nice depuis l'Italie et qui a poignardé à mort 3 personnes dans la basilique de Nice, Notre-Dame de l'Assomption, à côté de la gare. Lui-même n'était pas non plus du tout dans un réseau radical. Il a été sans doute pris en main, où on lui a promis peut-être le paradis, on ne sait pas exactement, pour l'instant l'affaire est en cours, au moment où il a perpétré son acte. Mais en réalité, c'est assez, même si ça semble plus facile à faire, tout un chacun finalement pourrait le faire sans appartenir à l'organisation. En réalité, accéder à des armes, entrer dans les réseaux, c'est plus complexe. Vous voyez, par exemple, dans les affaires le procès qui est jugé en ce moment au Bataclan, l'une des grandes questions, c'est de voir comment l'interpénétration avec une partie du milieu a permis d'accéder à des armes à feu et des mitraillettes, qui sont une arme de carnage. Et pour l'instant, c'est moins le cas. Alors le web, effectivement, ça semble très ductile, mais c'est extrêmement surveillé. Et donc, de ce fait, il y a eu, autant qu'on le sache, un certain nombre d'arrestations préventives qui ont été menées. Vous expliquez, le djihadisme d'atmosphère se nourrit d'un terreau qui lui est favorable dans certains quartiers en France, mais aussi peut-être d'une forme de complaisance. Vous avez cité Bernard Rougier qui parlait des entrepreneurs de colère. On sent que parfois il y a on va pas dire une complicité, mais un lien entre ces entrepreneurs de colère et certaines associations, voire certains universitaires ou personnalités du monde intellectuel qui reprennent une rhétorique anti-française qui est peut-être proche de celle des entrepreneurs de colère et de celle des islamistes. Est-ce qu'il faut lutter contre cette rhétorique-là pour lutter contre
entre le djihadisme et d'atmosphère. Alors c'est pas qu'il y ait une proximité, c'est qu'il y a un continuum, disons, indéniablement. Si vous voulez, on commence par dénoncer la France islamophobe et on finit, pas nécessairement, mais on peut, par se retrouver à passer à l'acte contre celui qui est censé incarner cette France islamophobe. Et ça, effectivement, à mon sens, c'est aujourd'hui une dérive qui est très présente, notamment dans l'université. Alors là, il ne s'agit pas en l'occurrence de délit, il s'agit d'un combat d'idées. Bien évidemment, avec toutes les difficultés que ça comporte. Ça fait penser un petit peu à ce qui s'était passé dans l'après-guerre, où vous aviez ceux qui disaient qu'il valait mieux avoir tort avec Sartre qu'avoir raison avec Aron, si vous voulez. Donc on en a d'une certaine manière une sorte de remake aujourd'hui. Vous en avez été victime ? Le moins qu'on puisse dire, oui, c'est que ceux qui partagent mes idées aujourd'hui dans l'université ont beaucoup de mal à trouver des postes, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. L'esprit du temps dans l'université souffle du côté du woke, ça c'est pas un secret. Gilles Kepel, merci d'être avec nous sur Sud Radio. Quelles sont les conséquences de la guerre en Ukraine, au Maghreb et au Moyen-Orient? La menace Poutine doit-elle nous faire oublier la menace islamiste? Vos réponses dans un instant, en toute vérité. En toute vérité, 11h midi sur Sud Radio, Alexandre Devecchio. Nous sommes de retour sur Sud Radio avec Gilles Kepel, en toute vérité. Nous faisons le bilan avec lui. C'est un des meilleurs spécialistes de l'islam en France et des mondes arabes. Nous faisons le bilan sur la menace islamiste avant la présidentielle et 10 ans quasiment jour pour jour après la tuerie d'Ozara Torah par Mohamed Merah. Mais c'est aussi, Gilles Kepel, quelqu'un qui est passionnant en géopolitique, et j'ai envie Gilles Kepel, de vous demander quelles sont les conséquences géopolitiques de la guerre en Ukraine sur le monde arabe qui est en ébullition. Alors elles sont importantes dans le monde entier, mais effectivement particulièrement dans le monde arabe et le monde musulman, dont la Russie est un voisin et aussi une partie, puisque la plupart des anciennes républiques musulmanes russes sont, comme leur nom l'indique, peuplées de personnes qui sont musulmanes. L'Ukraine également comporte une population musulmane, et vous savez que le nom de la place qui était le symbole de la liberté, Maïdan, Euro-Maïdan, c'est un mot turc, c'est le Midan Tahrir, la place Tahrir du Caire s'appelle de la même manière. Et aujourd'hui, par exemple, un pays comme la Turquie, qui essaie de valoriser un rôle de médiation, est à la fois très lié à la Russie, puisque bien que membre de l'OTAN, puisqu'elle a acheté des S-400, des missiles sol-air à la Russie, mais en même temps, elle a vendu à l'Ukraine un grand nombre de drones Bayraktar, qui sont ces armes très létales, qui ne coûtent pas très très cher parce qu'elles sont construites en Turquie et qui ont été essayées avec succès entre guillemets en Libye, en Syrie du Nord et au Nagorno-Karabakh, à l'Ukraine, qui ont permis aux Ukrainiens d'infliger des pertes très significatives à des colonnes de chars russes. Et on voit que cet enlisement en Ukraine, d'ailleurs, qui n'est pas sans rappeler l'enlisement en Afghanistan. Exactement, celui de l'Afghanistan, oui. À part que là, les Russes ont beaucoup de mal, Poutine a beaucoup de mal à définir les Ukrainiens comme des ennemis. Il prétend qu'il y a un complot de la CIA, des nazis, etc. Mais les Ukrainiens sont complètement contigus, mêlés à la nation russe. Et vous avez vu cette jeune femme qui l'autre jour a interrompu avec un courage extraordinaire le principal journal télévisé moscovite en disant « Moi, je ne veux pas de cette guerre, mon père est ukrainien, ma mère est russe, etc. » Donc tout ça, c'est quelque chose qui est très frappant. Aussi, un effet très important sur le Moyen-Orient, c'est la situation d'Israël par rapport à cette guerre, puisque Israël, d'une certaine manière, surtout à l'époque Netanyahou, avait trouvé une espèce de
de gentleman's agreement, si l'on peut dire, avec Poutine. Il y avait de bonnes relations, on peut dire, entre Netanyahou et Poutine. Pour gérer la Syrie, puisque les avions israéliens bombardant la Syrie ne devaient pas se heurter avec les avions russes qui étaient sur place. Et finalement, tout ça se faisait dans un certain aller-retour, un certain give and take. Ajoutez aussi à cela que parmi les oligarques russes, un bon nombre sont juifs et ont la double nationalité israélienne. Et par ailleurs, l'Ukraine est aussi un pays dont, c'est l'un des rares pays à part Israël, dont le président soit juif, même si lui-même n'en fait pas grand cas en tout cas, et c'est le lieu où sont nés un grand nombre de mouvements qu'on appelle les mouvements hassidiques, les mouvements religieux juifs, par exemple les Lubavitch, extrêmement puissant dans le monde juif et en Israël aussi. Et quand M. Lapid, ministre des Affaires étrangères, avait commencé par expliquer que au fond Moscou, il fallait être prudent, l'ambassadeur d'Ukraine en Israël est allé faire une sortie terrible contre lui, et il a pu le faire parce qu'il avait de forts soutiens à l'intérieur d'Israël même. Donc aujourd'hui, par exemple, Israël fait attention à ne pas favoriser les oligarques russes qui ont la double nationalité, notamment M. Abramovitch qui a dû quitter Israël pour aller en Turquie, etc. Tout ça, ça a aussi des effets très importants sur le prix du gaz. Et le prix du gaz, ça bouleverse complètement les équilibres de la région. Tout près de nous, au Maghreb par exemple, l'Algérie, qui est un gros exportateur de gaz, désormais voit dans cette situation une capacité évidemment financière exceptionnelle. Est-ce que ça va être un facteur de stabilisation ou au contraire, est-ce que, je pense aux pétromonarchies aussi qui vont sans doute profiter de la crise, est-ce que c'est un danger pour nous? Est-ce que c'est un facteur de stabilisation? En tout cas, c'est une situation très, très volatile. Pour le gaz, par exemple, c'est quelque chose qui est en train d'accroître considérablement la tension algéro-marocaine. Et donc aujourd'hui, l'Algérie ne veut plus exporter son gaz via le Maroc vers l'Espagne. L'Espagne vient hier de faire un communiqué expliquant qu'il fallait construire la question du Sahara, la réflexion Sahara, sur ce qu'était la position espagnole. Enfin, je ne vais peut-être pas aller aussi loin, mais presque. Ça, c'est traduit par le retrait de l'ambassadeur, rappel de l'ambassadeur algérien, à Madrid en consultation. Donc on voit bien là, il y a un foyer de tension. Il y a un autre foyer dans la relation avec les pétromonarchies, puisque la volonté américaine pour éviter la montée des coûts, c'était que l'Arabie Saoudite, les Émirats et autres augmentent leur production. Or, finalement, ils ont fait prévaloir leur alliance au sein de l'OPEP+, avec les Russes, sur leur solidarité avec l'Occident. Ce qui est en train de se jouer aujourd'hui, les conséquences, les possibilités et les conséquences de la guerre en Ukraine, c'est qu'on est entré dans un monde complètement différent. On a eu 1945, on a eu 1989, et aujourd'hui, c'est une nouvelle phase qui est en train de se mettre en place. Le gendarme américain ne fait plus peur à personne. D'une certaine manière, Hubert Védrine, que vous aviez eu à ce micro, avait appelé l'Amérique l'hyperpuissance après 89. Après la chute du mur de Berlin, elle-même causée par la défaite soviétique en Afghanistan. Mais aujourd'hui, on ne pourrait plus appeler l'Amérique une hyperpuissance. Au contraire, l'Amérique de Biden fait penser un peu à celle du président Carter, si vous voulez, au moment où va se déclencher la révolution iranienne. Donc tout ça, ça nous oblige à penser les conséquences. Comment est-ce que la mouvance islamiste va se développer là-dedans? Pour l'instant, on n'en sait rien. Mais à partir du moment où il y a ces failles qui naissent, où les systèmes étatiques s'effondrent, on voit bien que tout est possible. Oui, justement, la question dans ce monde extrêmement mouvant, multiple, c'est est-ce qu'une menace doit en effacer une autre? Aujourd'hui, on est focalisé sur la menace Vladimir Poutine. Est-ce qu'elle doit nous faire
oublier le reste. Vous aviez écrit un livre d'ailleurs il y a quelques mois maintenant, ou il y a un an tout juste, sur le prophète et la pandémie, où on dit que pendant la pandémie finalement l'islamisme continuait à travailler. Est-ce que là ça va être le cas? Est-ce qu'il faut rester vigilant? Comment on fait face à plusieurs menaces à la fois? Alors, à l'époque, ça s'était traduit notamment par la situation en Méditerranée. On avait vu ou dans le monde musulman de l'Est méditerranéen, que comme l'Arabie Saoudite n'avait pas pu tenir le pèlerinage annuel à la Mecque du fait de la pandémie, ça avait été mis à profit en Turquie pour réislamiser Sainte-Sophie, pour que le président Erdogan apparaisse comme le grand leader du monde musulman, comme ça avait été le cas lorsque, par exemple, Khomeini avait fait sa fatwa contre Salman Rushdie face aux Saoudiens. Alors là, ce qui est en train de se passer, c'est que, paradoxalement, ce que la France réclamait depuis très longtemps, c'est-à-dire que l'Europe se constitue en une communauté européenne de défense, notamment pour faire face aux dangers qui venaient du Sud et de l'Est, du djihadisme et autres, tout cela est advenu du fait d'eux, ou à cause d'eux, ou grâce à, comme vous voudrez, Poutine, puisque le grand événement quand même, c'est que l'Allemagne a décidé de reconstruire une armée. L'Allemagne bénéficiait de la prospérité de l'époque post-45, en grande partie parce qu'elle n'avait pas d'investissement militaire, puisqu'il y avait le traumatisme du nazisme, évidemment, qu'il fallait purger. Aujourd'hui, l'inquiétude face à la Russie prévaut, puisque au fond, l'Allemagne considérait que grâce aux investissements croisés, le danger russe était écarté. Et celui qui le représentait le plus, c'est l'ancien chancelier Schröder, nommé dans les conseils d'administration de Gazprom et d'un certain nombre de trusts russes. Aujourd'hui, ce modèle n'est plus fonctionnel face à un personnage très imprévisible comme Poutine, mais juste que vous ayez compris, le mode de fonctionnement de l'armée russe en Ukraine a surpris beaucoup de gens qui pensaient que ce serait un blitzkrieg, que l'Ukraine serait à terre tout de suite, et ça fait penser plutôt à une situation à l'afghane ou à l'irakienne pour les Américains, c'est-à-dire à un enlisement qui fait qu'une grande puissance aujourd'hui, avec les armes d'une grande puissance, c'est-à-dire avec des chars et de l'aviation, se trouve extrêmement démunie lorsqu'il faut occuper un terrain par la guérilla, par des armes modernes et légères qui peuvent être utilisées par exemple pour détruire des chars, pour piéger des soldats, pour infliger des décès dans les rangs des militaires d'occupation. Et puis dans le cas russe, ce qui est très frappant, c'est que l'Ukraine, d'une certaine manière, et la Russie sont dans une relation intime avec des croisements gigantesques, et que ça va être très difficile à Poutine de continuer à vendre cette idée. Vous savez qu'il n'a pas le droit en Russie de parler de guerre. Mais d'opération militaire contre un ennemi, opération spéciale contre un ennemi imaginaire, nazi ou je ne sais quoi. C'est quand même pas compliqué, pas très simple à vendre. Ça va être compliqué. Est-ce que Vladimir Poutine va s'enliser en Ukraine comme l'armée russe était enlisée en Afghanistan? Ça avait provoqué indirectement la chute de l'URSS. Ce sera peut-être une question pour une prochaine invitation. Gilles Kepel, en tout cas, j'étais ravi de vous recevoir. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro dans Toute Vérité.